Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le CFAD. Aujourd'hui, nous allons vous parler des drones et des usages. Donc, quel drone pour quel usage? Donc, pour ceux qui nous ont suivis sur le webinaire de mardi, on continue à faire le lien finalement entre les métiers, la réglementation et les usages de nos drones. À l'issue, pendant tout la présentation de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions à laquelle en fait notre équipe répondra en fin de présentation. Aujourd'hui, nous avons fait venir plusieurs intervenants, plusieurs professionnels pour présenter leur activité et surtout l'utilisation de leurs drones par rapport à leur métier. Je vais laisser la parole à Jérémy qui va se présenter puis passer faire un tour de table, on va appeler ça un tour d'écran pour présenter nos animateurs de cette présentation. Bien, bonjour tout le monde, donc moi c'est Jérémy, on s'était vu déjà pour ceux qui étaient sur la chaîne pour le dernier webinaire, donc je m'occupe des formations au sein du CFAD et aujourd'hui moi je vais vous parler un peu des machines qu'on utilise en général et notamment celles qu'on va utiliser en formation. Donc voilà, donc c'est surtout pour la partie pratique. Je te laisse te présenter Jordan si tu veux, on reviendra sur moi tout à l'heure. Ouais, bonjour à tous. Moi, c'est Jordan, directeur de la société Drone Ambition, et je suis formateur au sein du CFAD. Moi, je vais présenter 4 types de machines pour la prise de vue à 360 degrés. Je parle bien de vidéo 360 et non de photographie panoramique. Donc, on va voir beaucoup de choses par rapport à la masse maximale, la stabilité et la sécurité, qui sont les 3 piliers pour avoir de belles vidéos en 360 degrés en aérien. Et bien évidemment, je fais un petit point sur la réglementation qui est un petit peu floue par rapport à l'ajout de caméras externes ou d'équipements externes sur des drones existants. Par exemple, avec l'Inspire 2, quand vous ajoutez des poignées, vous êtes vraiment en dehors de la réglementation, du moins au niveau de l'homologation. Si vous avez un crash, vu que vous avez modifié la masse de votre drone et la forme de votre drone, vous n'êtes plus homologué. Et si vous avez un crash, eh ben, c'est dommage pour vous, mais vous ne faites plus partie de votre assurance. Donc tout simplement, c'était important de le préciser parce qu'aujourd'hui, la réglementation est encore floue. Ça va se préciser au fil des années. Donc voilà, je passe la parole à Morgane. Salut à tous, moi c'est Morgane, alias Fantasy, donc moi je suis formateur pratique avec Jérémy quand il a besoin d'un coup de main et qu'on a de nombreux apprenants, et je suis pilote professionnel de FPV, donc pour la marque Flight One. Je vais aussi organiser une formation FPV grâce au CFAD, donc bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Eh bien, merci messieurs pour cette présentation. Donc, on aura l'occasion de vous revoir au fur et à mesure des présentations de drones qu'on va faire. Donc, on a choisi de vous présenter par ordre chronologique ou technologique d'utilisation. Aujourd'hui, on va principalement rester sur la gamme DJI, hein, voilà, leader du marché. Et puis surtout, voilà, c'est les drones aujourd'hui qui sont vraiment le mieux adaptés et dans le monde du technique, de l'audiovisuel, et puis effectivement la présence de Morgane en fait sort un petit peu du cadre avec la présentation de drones un petit peu plus spécifiques de marques on va dire d'indépendants, voilà, si on fait le parallèle avec le monde de la musique. On va commencer rapidement par la présentation des F450, donc drone école, plus souvent en tout cas utilisé aujourd'hui dans l'initiation et les premiers pas vers le pilotage. Donc Jérémy, peux-tu nous présenter les usages principaux du F450? Effectivement, alors ici je vous en ai ramené un pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ressemble un F450. Donc c'est une machine avec beaucoup de parties en plastique, donc très facilement changeable finalement quand on a des crashs, ou en tout cas pour une machine école c'est très pratique. Donc c'est une machine qu'on utilise en formation pour se faire la main, qu'on va utiliser en écolage, c'est-à-dire avec des radios qui sont doublées et avec lesquelles on va pouvoir être relié avec un câble. Donc du coup l'élève a sa radio, le formateur a sa radio, et on va pouvoir reprendre à la main sur le drone de manière très rapide. L'intérêt de ces machines, en fait, c'est qu'elles ont très peu de capteurs, elles sont très simples d'utilisation et elles nous permettent d'avoir 2 modes de vol, un mode très stabilisé avec un GPS grâce à son antenne, et un autre mode de vol, on va déconnecter le GPS et on va avoir un drone qui va être un peu flottant, mais qui va rester stabilisé.
Ces machines-là, elles sont extrêmement bien pour pouvoir se faire la main. C'est-à-dire vraiment pour découvrir le drone et pour pouvoir commencer à comprendre comment se pilote un drone en général, parce que la plupart des drones de la gamme d'aujourd'hui ont des capteurs dans tous les sens, et finalement, le vrai pilotage d'un drone se fait avec ce genre de machine, parce que finalement, le jour où vous perdez un GPS ou un capteur, il faut savoir reprendre sa machine, et c'est que des questions de sécurité surtout, hein, mais en tout cas, voilà, cette machine-là, pour de l'école, pour de l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Merci Jérémy. Morgane, as-tu quelque chose à ajouter sur l'utilisation, comme tu accompagnes donc Jérémy dans les cursus de formation, un petit complément peut-être sur les F450, ton avis, toi, en tout cas? Bah, j'adore ces machines en fait. Elles sont vraiment très simples de construction. Pour la réparation, comme l'a dit Jérémy, en cas de problème, pareil, c'est vraiment très très aisé. Et c'est surtout que ça donne une base vraiment super solide pour les apprenants. C'est vraiment un drone qui se pilote au sens propre du terme en fait. Pas autant qu'un drone en FPV qui sera en manuel, bien sûr, puisqu'il y a quand même une stabilisation du drone, il va se remettre à plat quand vous lâchez les commandes, mais les déplacements ne sont pas gérés par un logiciel. C'est pas tous les capteurs du drone et les GPS qui vont les stabiliser. Donc c'est vraiment une base d'apprentissage qui est magnifique. Donc ça, c'est vraiment des drones que je conseille aux gens, même ceux qui veulent débuter chez eux, apprendre à construire un premier drone, un F450, c'est vraiment pratique. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Morgane pour ton explication. On va enchaîner rapidement avec les premiers petits drones de petite taille, en tout cas, qui embarquent un petit peu de technologie, qui sont les Mavic Air et Mavic Mini. Donc Jérémy, peux-tu aussi voilà, nous présenter un petit peu les usages sur lesquels on peut utiliser ces petits drones en tout cas une activité professionnelle? Alors effectivement, aujourd'hui, on est sur des nouveaux marchés en fait où les drones se réduisent de plus en plus et les technologies sont extrêmement avancées là-dedans. Et on se retrouve avec des petites machines qui font cette taille. Ici, on est sur un Mavic Air en fait, qui prend pas beaucoup de place, qui se plie, qui rentre facilement dans la poche et qui propose quand même des capteurs et une sécurité assez poussée. Alors, je vais pas m'attarder sur ce genre de machine non plus parce que pour une activité professionnelle, ça pourra servir pour du dépannage plus que pour vraiment réaliser des vraies missions professionnelles avec une grosse qualité. Effectivement, les capteurs restent quand même de petite qualité. Pour le loisir, c'est des machines pour démarrer qui sont extrêmement bien. Elles ont des petites capacités sympas, on peut faire des photos panoramiques, elles sont stabilisées, on arrive presque à de la 4K de qualité, donc effectivement pour du débutant ou pour faire des activités loisirs, c'est des machines correctes. Mais je m'attarderai pas dessus, on va voir d'autres machines après qui seront peut-être plus intéressantes. Très bien, merci Jérémy pour ces explications. Et justement, on va monter un petit peu en gamme avec des usages qui vont commencer à se disperser chez nos différents intervenants. Et on va parler maintenant de la gamme Mavic, donc Mavic Pro, Pro 2, et puis celui dont on entend parler un peu plus en ce moment, qui est le Mavic 2 Enterprise, hein, qu'on appelle drone confinement par la gendarmerie, que vous avez sûrement dû voir aux informations. Jérémy et Jordan, du coup, pouvez-vous voilà, nous expliquer un petit peu, donc dans un premier temps Jérémy, l'utilisation des Mavic dans un cadre et technique et audiovisuel? Alors le Mavic, c'est une machine qui a quelques années maintenant, mais qui a été extrêmement utilisée parce qu'elle est extrêmement pratique. Pour moi, c'est une de mes machines coup de cœur, vraiment. C'est ce genre de machine que j'utilise notamment en pratique pour perfectionner le pilotage, pour commencer à comprendre comment on utilise un retour vidéo. C'est une machine extrêmement stable, très petite, très peu d'encombrement. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est déjà équipée d'un super capteur. La nacelle est géniale. Très ludique aussi, très pratique d'utilisation. Alors après, ce drone aujourd'hui, ça va être un drone qui va pouvoir commencer à faire vraiment et être dans les applicatifs dans beaucoup de marchés. C'est un drone qu'on va retrouver dans l'industrie, qu'on va retrouver dans l'audiovisuel. C'est un drone qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle des panoramiques, même de la photogrammétrie. On reviendra dessus un peu plus tard pour développer un peu le sujet de la photogrammétrie. Beaucoup se posent la question dessus.
C'est vraiment la première machine, on va dire, qui permet vraiment de réaliser des vraies activités professionnelles. Alors c'est pareil en termes de confort, c'est quelque chose de très pratique. Alors ici par exemple, vous voyez, vous avez une radio de Mavic avec un retour vidéo en dessous. Alors la possibilité aussi de mettre des écrans plus grands avec un système pour l'accrocher au-dessus. En tout cas, en termes de confort et d'encombrement, c'est la machine aujourd'hui qui est la plus aboutie. Je pense que je ne vais pas non plus trop m'attarder sur cette machine. On a encore beaucoup d'autres choses à voir, mais en tout cas, voilà. Moi, c'est un vrai coup de cœur cette machine-là. J'adore ce qu'elle est capable de fournir. Très bien, merci Jérémy. Jordan, dans ton domaine d'activité, toi, as-tu une utilité particulière de ce type de drone? Oui, tout à fait. En fait, l'objectif, le but de ce drone-là, c'est de s'initier à la prise de vue 360 degrés parce que c'est la première gamme de drones, on va dire, qui est capable de porter une petite caméra 360 en dessous ou au-dessus, comme vous pourrez voir sur les photos. Donc, c'est assez intéressant pour s'initier. On va pas forcément faire des contrats très très professionnels avec ce type de matériel, mais voilà, c'est une base pour s'entraîner à la vidéo 360. Le drone est compact, comme l'a dit Jérémy. Il y a une facilité de mise en place pour accrocher la caméra 360 juste en dessous. Et franchement, la tarification, elle est très abordable. Ça veut dire que si vous avez déjà ce drone pour faire de la vidéo 2D, eh ben vous pouvez vous permettre, comme vous le voyez sur la vidéo, de placer une caméra 360 en dessous et faire déjà un travail exceptionnel. On parle de caméras filmant de 5,2K, 5,7K ou 8K, mais dans des qualités encore pas très très bonnes en termes de débit d'image. Donc voilà, vous voyez sur les images le monde 360 qui vous permet d'avoir toute la sphère aplatie sur votre écran. Et c'est sur ça qu'on travaille pour mettre dans des cases de réalité virtuelle et avoir une image vraiment de plus de qualité possible, on va dire. Donc voilà, c'est un bon pied, un bon commencement dans le monde de la réalité virtuelle, on va dire. Eh ben, merci Jordan pour cette présentation et c'est intéressant en tout cas de voir qu'on peut décliner ce type de drone en tout cas dans une activité atypique hein, finalement, mais qui a un vrai intérêt en tout cas en termes d'image. Je vous rappelle également que vous pouvez donc continuer à poser vos questions sur le chat hein, et voilà nos différents intervenants y répondront avec plaisir à la fin de cette présentation. On va attaquer donc une autre gamme de drones qui sont les fantômes. Donc voilà, donc historiquement très connus chez DJI depuis Phantom 1, Phantom 2, etc. Donc on a aujourd'hui des gammes P4, P4 Pro, P4 V2, RTK. Celui que vous avez par exemple à l'image est équipé donc en option, on va dire ça comme ça, d'un système Sequoia destiné au monde de l'agriculture. Et puis un des nouveaux DJI qui est le multispectral qui a carrément sa caméra multispectrale maintenant embarquée. Donc de mon côté qui suis un peu plus orienté dans le monde du technique, nous les fantômes c'est vraiment nos machines de secours. Et en même temps, machine qu'on va mettre aussi au premier plan lors de photogrammétrie sur des bâtiments principalement. On va pouvoir avoir une très très bonne résolution. Aujourd'hui, voilà, avec ces capteurs 20 millions de pixels, son autonomie, on peut facilement partir en mission et en prestation en étant complètement sécurisé, on va appeler ça comme ça, sur la qualité des images qu'on va pouvoir récupérer derrière pour le traitement et l'analyse. Donc voilà, Phantom 4 en tout cas, on a toujours été content et satisfait. C'est des drones aussi que vous allez pouvoir avoir accès au centre de formation quand au moment de votre apprentissage. On décline du F450 donc jusqu'à des machines un peu plus techniques tout au long des cursus et ces fantômes font vraiment partie comme les Mavic à part entière de l'apprentissage de formation. Donc les fantômes, pour résumer, vous allez les retrouver et en formation et dans le monde du technique et aussi dans le monde de l'audiovisuel, un peu comme les Mavic, c'est-à-dire c'est vraiment des machines qui vont vous permettre de capter quand même de l'image de qualité. On va maintenant monter encore d'un niveau. Donc là, on était en dessous des machines, on va dire de 2 kilos. Et là, on va passer la barre des 2 kilos en attaquant la partie Inspire. Donc Jérémy,
Peux-tu voilà, nous présenter, je pense que tu as ce qu'il faut de ton côté, la gamme Inspire, donc Inspire 1, Inspire 2, et puis le panel de possibilités d'adaptation, en tout cas des optiques qu'on peut adapter sur ce type de machine. Tout à fait. Alors, je fais juste un petit flashback, rapidos en fait, parce que quand j'ai commencé à parler tout à l'heure, je vous ai parlé du Mavic 1, et effectivement, aujourd'hui, on a une nouvelle applicatif qui arrive, hein, c'est ce qu'on appelait le drone confinement, le Mavic Pro 2, hein, aujourd'hui, qui est beaucoup plus récent, et qui nous apporte aujourd'hui un nouveau capteur, un Mavic amélioré, on va dire, qui arrive à peu près à la cheville d'un fantôme. On est sur à peu près la même gamme. Alors effectivement, le capteur aujourd'hui, c'est encore meilleur que du fantôme, mais on est sur, voilà, on se rend compte qu'on a des technologies qui apparaissent sur des drones un peu encombrants, on va dire, et qu'on les déporte sur des machines encore plus petites, et qu'on arrive aujourd'hui à avoir des super caméras sur des tout petits drones. Alors effectivement, là, on est sur des machines qui sont complètement bloquées, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir changer de capteur, je vais pas pouvoir travailler avec une caméra particulière. Là, par exemple, ce genre de drone se pilote seul. Effectivement, on va arriver sur des machines un peu plus lourdes. Donc ici, voilà, je vous présente un Inspire 1. Donc là, on est sur une machine beaucoup plus lourde. On arrive presque aux alentours des 4 kg. On est équipé de systèmes de sécurité particuliers. Donc là, on a des parachutes qui sont reliés à un système à l'arrière, etc., avec une cartouche qui nous permet d'avoir une sécurité complémentaire. Et comme vous le voyez, là, ça commence à peser. Tout l'intérêt de ces machines, c'est de pouvoir avoir un deuxième pilote avec nous qui va pouvoir être seulement à la gestion de la caméra. Donc, comme vous le voyez, les pieds se relèvent et on va avoir une caméra qui va pouvoir pivoter à 360 degrés tout autour. Et donc là, du coup, on se retrouve déjà à avoir un champ de vision complètement ouvert et on va pouvoir avoir un pilote concentré sur des trajectoires et un cadreur qui va lui être beaucoup plus concentré sur du cadrage. Donc effectivement, c'est des machines comme ça, c'est très utilisé aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel. On peut le voir aussi s'appliquer dans de l'industrie ou dans d'autres choses, mais vraiment son application majeure, c'est ça. Le gros intérêt aussi, c'est qu'on va avoir la possibilité de changer de capteur. Ici, on est sur une X3 avec 12 millions de pixels. On va pouvoir monter des caméras beaucoup plus intéressantes et notamment avoir des caméras avec des zooms extrêmement importants. La différence avec ce genre de machine, effectivement, comme on le voit, hein, c'est l'encombrement. Ça donne pas du tout la même. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une différence majeure en termes de poids et d'encombrement. Mais c'est des machines aujourd'hui qui sont très utilisées. Merci Jérémy pour tes explications. Jordan, il me semble aussi que toi, dans le cadre de tes activités, tu as aussi l'utilisation, en tout cas, de ce type de drone. Oui, en effet, extrêmement utilisé dans le monde de la réalité virtuelle parce que le drone est plus gros, il peut avoir une plus grosse capacité d'emport et en fait, on peut se permettre de mettre une caméra 360 en dessous et une au-dessus. Le but de cette manipulation, en fait, c'est de pouvoir remplacer le drone qui est dans l'image par le ciel. En fait, c'est comme si vous aviez deux demi-sphères et que vous les assembliez pour supprimer le drone. Comme vous voyez sur les images, on voit le drone au-dessus et le but, c'est de le faire totalement disparaître. Donc, l'intérêt de l'Inspire 2, c'est d'avoir une caméra au-dessus, une caméra en dessous. Bien sûr, on peut faire du scénario S2, du coup. C'est ça le principal avantage par rapport au Mavic Pro 1 et Mavic Pro 2. On peut déporter la caméra beaucoup plus bas en dessous du drone pour faire que le drone soit beaucoup plus petit dans votre image et pouvoir l'effacer plus facilement. C'est un peu sur le même principe que Photoshop quand vous voulez enlever un élément indésirable. Donc voilà, c'est les principaux avantages. La capacité d'emport, elle reste encore modérée. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de très grosses caméras professionnelles comme celle que vous voyez juste ici qui pèse 1,5 kg. Ce ne sera pas possible. En tout cas, ce ne sera pas du tout sécurisant pour votre vol. Donc après, on va passer tout de suite sur les machines un peu plus grosses tout à l'heure. Voilà. Merci Jordan. Petite question pour Morgane. Morgane, je serais très intéressé, en tout cas, de savoir par rapport à ton univers, en fait, ton ressenti par rapport aux machines qu'on vient de présenter. Donc on va parler
peut-être des Mavic et peut-être des Inspire. Quel regard vous avez côté racer de ce type de machine, et est-ce que vous sentez que vous avez une utilisation, voilà, ou une connexion potentielle avec ce type de machine par rapport à vos pilotages et vos savoir-faire? Ah, je dois bien avouer que tous les drones là qui ont été présentés, c'est des drones qui volent tout seuls. En fait, on n'appelle plus vraiment ça du pilotage, puisqu'entre le GPS, la stabilisation automatique, enfin c'est des drones qui volent tout seuls. On les décolle, on les met en l'air, ils restent là. Chose qu'on ne peut pas faire avec un racer. Donc, j'appellerais pas ça du pilotage comparé à du FPV, bien évidemment. Mais ce sont des drones qui sont vraiment très intéressants. J'ai un avis un peu biaisé puisque j'aide Jérémy sur les formations pratiques. Donc, c'est les drones que je maîtrise et que je démontre et que j'essaye en tout cas que les apprenants maîtrisent à la sortie de la formation, mais c'est des drones qui sont utilisés par exemple pour tout ce qui est prise de vue. La plupart des gens qui vont faire du FPV auront en général une chaîne YouTube ou vont mettre leurs vidéos sur Instagram, etc. Des drones comme des Mavic ou des Phantoms sont vraiment géniaux pour faire des belles prises de vue, pour avoir un joli B-roll sur la vidéo. Donc ça reste des machines qui sont un peu trop autonomes pour un pilote FPV, oui, mais qui peuvent toujours avoir leur utilité et leur utilisation. En tout cas, c'est très très intéressant d'avoir ces retours. Je trouve ça vraiment très très constructif. On va encore augmenter un petit peu nos fonctionnalités avec Jordan qui va nous présenter deux drones un peu plus atypiques, toujours de la gamme DJI, mais un peu plus atypiques dans leur utilisation, que sont le S900 et le M600. Donc Jordan, là on va rentrer vraiment un peu plus, on va s'immerger un peu plus dans ton monde et l'utilisation de ces deux types de machines. Alors le S900 de chez DJI, c'est un drone très ancien. Il est vieux, mais en fait, c'est pas pour autant qu'il est inutile. Là, ce que vous voyez sur les images, c'est un M600, c'est le drone qui viendra juste après. Mais pour l'instant, le S900, c'est vraiment un drone un peu plus vieux. Mais son utilité, c'est que c'est un hexacoptère. Donc, c'est très, très bénéfique au niveau de la sécurité. Si vous avez un moteur qui flanche, forcément, vous pourrez poser votre drone sans aucun problème. Dire que sur un Inspire 2, ce n'était pas le cas. Vous avez un moteur de foutu sur un Inspire 2, voilà, le drone se crache. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec l'hexacoptère, et bien sûr la capacité d'emport où là on va pouvoir porter ce type de caméra, donc qui pèse 1,5 kg, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tout l'équipement nécessaire. Et là on arrive sur de la qualité très très professionnelle en termes de vidéo. Vous le voyez sur la photo, c'est un rig GoPro qui est accroché, donc on a une multitude de caméras GoPro fixées. Donc voilà, c'est un peu à l'ancienne, on va dire. Maintenant, les caméras sont plus tout en un et en un seul bloc. Mais voilà, on peut mettre une grande perche de 50 cm à 1 mètre. Franchement, la capacité, elle est juste incroyable. Du coup, la perche est là pour éloigner le drone du matériel de captation pour pouvoir le supprimer encore une fois davantage. Donc, on peut faire du scénario S2. La tarification de ce drone, elle est très très abordable parce qu'elle est plus qu'en occasion. Vous pouvez avoir un drone de ce type-là à 1200, 1500 euros en occasion. C'est vraiment ouvert à tous, du moins pour faire de la qualité très très professionnelle en termes de vidéo. Donc voilà, on peut faire du double caméra, comme je disais, une en dessous et une au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de mettre deux caméras très très haut de gamme, je veux dire, sur votre drone. Vous pouvez mettre une Insta 360 Pro 2 comme ici en dessous et une GoPro Fusion comme ici pour le dessus. Comme ça, vous aurez l'image pour simplement remplacer le ciel. Donc voilà pour les points positifs de ce S900. On va tout de suite passer au M600 de chez DJI. Donc vous allez voir, il y a une photo qui va s'afficher. Donc c'est un drone qui est plus récent, qui ressemble énormément au S900. C'est un hexacoptère beaucoup plus fiable et beaucoup plus moderne en termes de composants électroniques, etc. Donc là, c'est une sûreté supplémentaire, mais attention, petit warning, avec ce genre de drone, le vol n'est possible uniquement que sur dérogation, en France et pratiquement dans toute l'Europe. Donc vous le comprendrez bien, c'est limité à 8 kg, mais le drone en lui-même fait déjà 9 kg 1. Donc vous pourrez voler uniquement sur dérogation avec ce type de matériel. Mais à part ça, c'est le drone parfait pour les très grands professionnels de l'imagerie aérienne 360, parce que vous avez les mêmes fonctionnalités que le S900, et bien sûr avec une sécurité beaucoup plus accrue due à sa modernité. Voilà.
Merci Jordan, très très impressionnant et très intéressant sur ce modèle et cette présentation. Et on voit bien là qu'on rentre dans une gamme vraiment très professionnelle. J'aurais aimé, Jérémy, que tu me fasses un petit focus, s'il te plaît, sur l'Inspire 2, parce qu'effectivement nous avons présenté l'Inspire 1 et il me semble qu'aujourd'hui l'Inspire 2 n'a quasiment rien à voir en termes de techno et d'évolution par rapport à l'Inspire 1. Donc juste nous faire un petit débrief sur toi, ton ressenti, pareil encore une fois, donc sur ces usages dans le monde de la formation et dans le monde du technique. Alors effectivement, quand il s'agit de parler d'audiovisuel, pour moi je trouve que l'Inspire 2 aujourd'hui est une machine exceptionnelle. La différence avec le premier déjà, c'est qu'on va se retrouver avec une caméra pour le pilote, ce qui était un peu compliqué pour le 1. Donc effectivement, là le 2 a le droit à sa petite caméra dessus. On est sur des machines lourdes, donc toujours équipées de parachutes et avec beaucoup de sécurité à mettre en place. Mais on gagne en autonomie. On va avoir la possibilité de rajouter des radios spécialement conçues pour un cadreur, donc notamment ici l'Ascendance. Donc c'est une radio extrêmement coûteuse effectivement, mais qui va permettre d'alléger beaucoup de choses et d'avoir un cadrage beaucoup plus professionnel. On se retrouve avec des retours ici, comme avec cet écran qui a Crystal Sky, qui nous permet d'avoir aussi, c'est pareil. J'ai beaucoup de questions autour de ça quand on est en formation. C'est oui, bah alors qu'est-ce que je dois utiliser comme retour vidéo? Je vois pas bien quand il y a du soleil, ou est-ce que je dois acheter un pare-soleil, ce genre de choses. Et effectivement, bah, DJI a fait ce qu'il fallait en créant des écrans avec une grande luminance. Et ce genre d'écran aujourd'hui sont indispensables pour un cadreur professionnel. Donc l'Inspire 2, une machine en très haut de gamme, en tout cas qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie du cinéma beaucoup, on va retrouver aussi dans l'industrie parce que équipé de belles caméras, c'est très important. L'intérêt surtout c'est, quand on est sur des machines comme on était aujourd'hui, on est sur des cartes SD. Et là, on va pouvoir carrément avoir des SSD intégrés directement dans notre drone et récupérer un flux d'images beaucoup plus élevé. Donc on va se retrouver avec des images vraiment de qualité beaucoup plus intéressantes que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Bon, voilà. Très bien, merci Jérémy. Alors j'aurais une petite question pour Jérémy et Jordan pour le moment. Donc Jérémy, moi je suis professionnel de drone. Voilà, donc j'ai une activité où on me demande parfois d'aller faire un peu de relevé technique et un petit peu d'audiovisuel. Qu'est-ce qu'il est conseillé? Plutôt avoir une seule et même machine dans son coffre, ou plutôt avoir deux drones, deux gammes différentes pour pouvoir peut-être jongler avec et mieux s'adapter à aux demandes et aux besoins des clients. Quel est toi ton avis par rapport à ça? Alors, je vais commencer, je te passerai la main après Jordan. Quoi qu'il arrive, il est toujours le plus important dans votre mission drone, ça va pas être le vol, ça va être de pouvoir rendre des données correctes à votre client. Et c'est la base de toute mission. Donc quoi qu'il arrive, votre objectif, c'est de réussir votre mission par tous les moyens possibles. On n'est jamais à l'abri que votre machine, elle soit défaillante sur le moment. Et donc du coup, moi j'impose toujours aux gens, entre guillemets, j'impose, c'est un grand mot, hein, en tout cas je leur conseille d'avoir plusieurs machines disponibles. Alors effectivement, on peut avoir des machines différentes. Le problème de ces différences, c'est que si on a une demande particulière d'un client, on va se retrouver peut-être avec un capteur différent et on sera peut-être pas à la hauteur de ce que le client attend avec la deuxième machine. Donc des fois, d'avoir la double machine, c'est sécurisant de manière professionnelle et même pour le client. Quand on arrive dans la démarche clientèle, etc., on peut aller voir le client en lui disant effectivement, vous inquiétez pas, si j'ai un problème avec mon drone, je vais aussi pouvoir intervenir et continuer la mission, et vous aurez toutes vos images dans les délais qu'il faut. Jordan, en tout cas, très bien, merci. Ouais. Jordan. Je suis tout à fait d'accord avec toi au niveau sécurisation des missions. Donc tu as tout dit. Je pense que moi, dans le domaine de l'audiovisuel, dans la VR, dans la 360, c'est important d'avoir plusieurs machines parce qu'on rentre des fois dans des endroits exigus. Voilà, c'est pour s'adapter aux conditions de vol. Et je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai plusieurs gammes de machines qu'on a vues tout à l'heure dans les différentes vidéos qui sont passées juste au-dessus. Et en fait, tout simplement d'avoir un petit drone, des fois ça m'est utile pour des clients qui ont un peu moins de budget, et moi ce sera forcément des missions qui me demandent
moins d'investissement, on va dire, et avec des plus gros drones où il y a plus de risques, où la prestation est quelquefois plus chère, et ben, ce sera pour d'autres types de missions. Donc voilà, chaque drone a son utilité. Il faut pas acheter pour acheter les dernières nouveautés. Il faut vraiment, vous le voyez, hein, j'ai un S900 qui date maintenant de presque 10 ans et il est toujours d'actu et il me sert à faire des vidéos très professionnelles. Voilà. Oui, donc c'est encore avec les vieilles cocottes qu'on fait les meilleures soupes, hein. On est bien, Exactement. on est bien d'accord. On va maintenant tout doucement se diriger vers Morgane, qui va nous expliquer donc son monde et son univers du racer. Racer et Cinewhoops, voilà, dont il a la maîtrise et toutes les connaissances. Et puis Morgane, je te poserai exactement la même question. Est-ce que toi aussi, tu as besoin d'avoir du spare avec toi lors de tes missions et tes prestations, et dans quel cadre principalement tu vas utiliser tes types de machines? Ça va être long, on va essayer de faire court. Euh, la première machine que je pourrais vous présenter, c'est celle-ci, bah, génial, la vidéo qui passe avec pile le bon moment. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle un 6 pouces. Pourquoi 6 pouces? En fait, c'est la taille des hélices. Donc là, c'est des hélices de 6 pouces. 6 ou 5 pouces, ce seront des drones qui vont être utilisés en extérieur, pour des plans exactement qui sont en train de passer sur la vidéo, là que vous avez à l'écran. Donc ce sont des drones qui sont très rapides. En règle générale, une vitesse de croisière de 180 km/h, voire plus pour ceux qui sont vraiment pour la course. Une prise de vue qui sera donc très dynamique, très stable, contrairement à tous les drones que vous avez vus juste aujourd'hui. La caméra n'est pas stabilisée, ça veut dire que dès que vous mettez votre drone penché, bah, l'image sera penchée, donc un dynamisme dans les plans qui sera inégalable. Quand vous allez vouloir voler en intérieur, par exemple comme là, ou à proximité de gens, je vais plutôt utiliser des drones qui sont totalement sécurisés, donc comme celui que vous voyez ici. Ça va être un drone qui... Donc, celui-ci a même de la mousse autour pour éviter les chocs. Ce seront des drones qui seront complètement carénés, vous n'avez pas accès aux hélices de l'extérieur, vous ne pouvez pas blesser les gens, donc c'est le genre de drone que je vais utiliser et qu'on appelle des Cinewhoops dans des situations un peu dangereuses. J'ai fait un vol par exemple dans les arènes de Metz, on a fait un vol grâce à Christopher et ces deux images dans des musées à Nancy, qui étaient vraiment super sympathiques, et j'espère que les plans en tout cas m'ont plu parce que c'était vraiment super, c'était magnifique. Et vous avez d'autres drones encore qu'on peut construire qui seront celui-ci. Donc là c'est du 2 pouces et demi. Donc celui d'avant était du 3 pouces, le tout premier est 6 pouces, là c'est du 2 pouces et demi, c'est vraiment super petit, super léger. C'est le genre de drone qui va pouvoir voler en intérieur et se faufiler vraiment n'importe où. Le point commun sur tous ces drones là, c'est qu'ils sont montés de A à Z. On va acheter un châssis. Donc ce qu'on appelle le châssis, c'est ce cadre en carbone. En général, c'est de la fibre de carbone pour la solidité. On va acheter toutes nos pièces, des moteurs à la caméra en passant par le contrôleur de vol et toutes les pièces internes. On va monter notre drone comme on le souhaite, en adaptant les moteurs qu'on veut, en adaptant la puissance qu'on veut, si on veut utiliser des batteries en 4S, en 6S. Ça, Jérémy pourra très bien vous en parler, puisqu'on en parle dans la formation drone. En fonction de votre batterie, bah, vous allez donner plus de puissance à votre moteur. Donc vous allez mettre un moteur soit qui tourne très vite pour pouvoir faire de la course, soit un moteur qui va tourner très lentement, mais grâce au gros voltage va avoir une autonomie plus élevée. Ce sont vraiment des compétences qui sont nécessaires dans le FPV et qui, moi, me gênent par rapport à tout le matériel qu'on a présenté jusqu'à aujourd'hui. Tout le matériel DJI, c'est du matériel qu'on achète, qu'on utilise et qu'on pose dans un coin. Il y a un entretien très léger à faire dessus. Par contre, vous ne pourrez pas vous amuser à vous dire, bon, bah, je vais remplacer un moteur, je vais remplacer ci, je vais remplacer ça. Nous, on a vraiment un côté mécatronique en plus. D'ailleurs, ce sera une superbe formation qui sera disponible au CFAD. On monte nos drones comme on veut, on les entretient, on a une déclaration à faire quand même sur notre site Alpha Tango où on va mettre notre drone à l'intérieur, on va l'homologuer comme ça pour pouvoir s'en servir. On va avoir des règles également là-dessus, Jérémy peut vous le dire, à chaque fois que je fais une prestation, donc j'aurai Jérémy à côté de moi en tant que deuxième télépilote, puisque le FPV en France est interdit à part en ayant un deuxième télépilote à côté de nous pour reprendre le drone en cas de problème. Donc Jérémy garde le drone à vue, moi j'ai mes lunettes qui sont ici, mes lunettes sur le nez, la caméra qui est à l'avant du drone, donc là vous la voyez, elle est toute petite et blanche. La caméra à l'avant du drone va envoyer la vidéo directement dans mes lunettes, et en fait je pilote mon drone comme si j'étais assis à l'intérieur. Donc c'est là que je trouve qu'on a vraiment un pilotage au sens propre du terme, contrairement au télépilotage de drone comme les drones DJI qui volent plus ou moins tout seuls et que vous déplacez là où vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour ou si vous voulez savoir. Eh ben, très bien, très bien. Merci en tout cas Morgane. Alors Morgane, moi j'aurais une petite question. Est-ce que
tes machines demain, on va pouvoir les utiliser pour du technique, par exemple. Parce que finalement, quand on voit toutes les contraintes aujourd'hui, le monde de l'industrie, par exemple, où on nous demande d'aller faire des inspections dans des bâtiments, des choses comme ça, où finalement sur les drones qu'on a sur étagère, les systèmes GPS ne vont pas répondre, les capteurs seuls vont aussi avoir d'énormes difficultés à positionner la machine. Est-ce que justement ces compétences de pilotage et cette techno finalement absente, hein, on peut qualifier ça comme ça, ces hautes technologies absentes des machines peuvent permettre finalement d'aller là où d'autres machines ne vont pas. Alors, technologie absente, je veux juste revenir sur le point là, je suis pas forcément d'accord. La plupart de mes drones sont équipés d'un GPS. Hein. J'ai comment dire, les limites virtuelles, enfin les barrières virtuelles pour respecter la réglementation. On a vraiment les mêmes possibilités que sur les drones DJI, forcément moins poussées, puisque c'est pas du tout le but premier de ces drones-là. Par contre, c'est vrai qu'on peut voler dans un mode qu'on appelle le mode accro, où toutes ces choses comme le GPS, bon les capteurs il n'y en a pas du tout, le baromètre, on peut tout couper et justement aller dans des endroits totalement inaccessibles. Et c'est vrai que c'est un style de pilotage qui à la base a existé plus pour la course et pour le plaisir, et qui aujourd'hui commence à montrer son potentiel dans des situations comme l'inspection. D'ailleurs Didier, grâce à toi, j'ai pu tester un drone magnifique. Je sais pas si tu vas pouvoir nous le montrer aujourd'hui, c'est quand même dommage. Le pilotage en FPV permet d'atteindre des endroits qui sont inaccessibles. C'est Jérémy qui le montre, magnifique. Ça permet d'aller dans des endroits totalement inaccessibles à des drones classiques comme le Fantôme que vous voyez devant Jérémy, là, qui est à gauche. Donc cette boule-là, c'est une conception qui ressemble énormément au Racer, en fait. Ce sont les mêmes moteurs que je peux utiliser moi sur mes drones. Vous avez une caméra FPV à l'avant, vous avez l'antenne pour le flux vidéo là sur l'arrière, et une boule autour pour qu'elle soit totalement protégée. Et en fait, cette boule-là, j'ai pu l'essayer grâce à Didier. C'était un pilotage vraiment super sympa qui m'a rappelé un peu le FPV, j'avais mes lunettes sur le nez, j'avais ma caméra à l'avant du drone, mais grâce à la boule, j'étais sécurisé et suffisamment pour aller dans des zones totalement inaccessibles pour d'autres drones. Donc c'est vrai que c'est des compétences qui ont commencé d'abord par le loisir et qui maintenant font tout doucement leur place dans le milieu professionnel. En tout cas, moi je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir mixer ces technologies et de leur trouver en tout cas d'autres usages, et comme on l'avait vu donc sur le premier webinaire par rapport aux métiers existants, et puis peut-être demain aux futurs métiers qui peuvent s'ouvrir à nous. On va encore changer de gamme de machines pour passer à des drones un peu plus costauds, on va les qualifier comme ça, qui sont le F210 et le Falcon. Alors, la partie M210, donc drone principalement utilisé dans le monde du technique. Pourquoi? Parce que c'est des drones qui vont pouvoir accepter plusieurs caméras. C'est vraiment du multicam. 3 emplacements de disponibles en tout cas pour mettre des caméras, 2 en dessous et la possibilité d'en mettre une en dessus sur le M210. Des optiques aussi complètement différentes, du zoom optique jusqu'à 30 fois, du zoom grand angle, des capteurs incroyables, et puis surtout la possibilité de les faire fonctionner en caméra thermique, ce qui peut être aussi très intéressant. M210, il faut le voir vraiment comme une machine hyper stable. Vous allez pouvoir la mettre en position autour d'un élément structural à inspecter, et pouvoir ensuite soit travailler avec votre cadreur sur la partie optique et aller capter donc les informations dont vous avez besoin, ou pouvoir donc seul et autonome aller être complètement sécurisé sur la stabilité de cette machine pour pouvoir travailler. Donc on est aussi sur des très grandes autonomies de vol. On va être sur des 25 voire 30 minutes d'autonomie avec des gros capteurs embarqués. Donc on a vraiment largement le temps d'aller récupérer de l'information pour pouvoir la traiter et l'analyser derrière. On a aussi en parallèle et historiquement une machine qui est le Falcon. Donc Falcon d'Ascending Technology, qui est une machine pas du tout dédiée pour le monde de l'audiovisuel, mais principalement faite pour de l'inspection. Donc le Falcon, nous on s'en sert principalement dans le monde de la topo pour faire du relevé de carrière, cubature, etc. C'est une machine qui fait moins de 2 kg, un octo, donc 8 hélices, 8 moteurs, et avec ce qui est assis sur cette machine, c'est qu'il
il est équipé d'un A7R, donc on est sur du capteur plein format à 36 millions de pixels, ce qui donne tout son intérêt en tout cas à la puissance de cette machine. On en voit très très peu actuellement. Voilà, des grands groupes en possèdent, SNCF, EDF, etc. Donc très 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 technique, avec des résultats, en tout cas au niveau de la captation, qui sont vraiment impressionnants. Autre drone aussi qui sort un petit peu du cadre, qui vont être très différents, sont les drones qu'on va retrouver dans le monde de l'agriculture. Donc le monde de l'agriculture, on va alors soit effectivement on peut faire de la surveillance, on peut utiliser déjà pas mal de drones qui ont été exposés pour la partie reconnaissance, mais maintenant si on veut aller un petit peu plus loin et avoir un peu plus de données pour de l'analyse de sol, et puis augmenter nos temps de vol, on va plutôt travailler sur de la voilure fixe avec Libby. Donc Jérémy, peux-tu nous présenter rapidement la partie IBI? Ok, très bien. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un IBI. C'est une aile volante. Ça reste un drone, sauf que lui n'a pas 4 hélices, il en a qu'une. Elle est derrière. Et donc du coup, on va utiliser des ailes, une voilure fixe, pour pouvoir le faire voler. Tout l'intérêt de ce genre de drone, c'est son autonomie. Ça veut dire qu'il va pouvoir tenir, par exemple pour Libye, 45 minutes en l'air et consommer très peu d'énergie. Donc on lui greffe un capteur et il va réaliser des missions en automatique, et donc c'est une autre approche du drone. Donc là, ça va plus être un vrai pilotage manuel. Là, on va être sur de la programmation et sur de la réalisation de missions. Donc en fait, on va pouvoir connecter notre drone à un ordinateur, et grâce à un logiciel particulier, en fait, on va préparer des missions directement sur notre ordinateur, et le drone va récupérer les missions, on les intègre à l'intérieur, et le drone va partir faire sa mission tout seul. Donc on a un gain de temps, c'est pareil, toujours pareil, beaucoup d'économies avec ce genre de drone, et le gros intérêt, c'est de pouvoir y ajouter ce qu'on appelle un capteur spectral. Donc on l'a vu rapidement tout à l'heure avec notre IBI, le petit capteur qui est ici en rouge là, sur le côté que vous voyez là. En fait, c'est ce qu'on appelle un capteur spectral. Donc sans rentrer dans les grands détails, en gros on va avoir plusieurs capteurs qui vont nous séparer le spectre lumineux. Grâce à ça, on va pouvoir avoir une analyse beaucoup plus profonde de ce qu'on capte et aller chercher des informations ultra utiles, comme un taux d'hygrométrie, une maladie d'une plante. On va pouvoir avoir une variance dans les vers, par exemple, qui vont nous permettre d'aller chercher des informations supplémentaires. Pour l'eau, c'est pareil, pour des terrains, etc. Et donc les applicatifs sont extrêmement larges. Ce genre de drones sont très utiles pour pouvoir couvrir des grandes distances rapidement et pouvoir fournir des informations très rapides. Ça peut être de la modélisation 3D, ça peut être du nivelage. Il y a des agriculteurs qui ont besoin de savoir exactement leur taux de pente dans un champ. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'hygrométrie, savoir s'il y a des zones qui sont bien arrosées ou pas. Est-ce qu'il va falloir mettre des pesticides à certains endroits ou pas. De la recherche de gibier, on va pouvoir détecter des dégâts dans certaines parcelles. Donc effectivement, les applicatifs sont extrêmement larges. La différence, c'est vraiment ça, c'est qu'on est sur d'une aile volante, un vol programmé et non plus un vol en pilotage. Mais c'est pareil, tout ça, effectivement, ça demande une certaine formation. Et voilà, en tout cas, je pense avoir fait le tour rapidement de Libye pour pas rentrer trop dans le détail. Effectivement, c'est une machine extrêmement pratique. Merci Jérémy pour cette présentation de Libye. Donc comme vous le voyez, en fait, on a affaire aujourd'hui à tout un panel de drones, des machines qui font 300, 400, 500 grammes, jusqu'à des machines voilà, qu'on peut emmener jusqu'à 8, 10, 15 kilos, avec chacune leur spécificité, chacune leur fonctionnalité, et puis leur polyvalence aussi, voilà, en fonction de leurs caractéristiques. Donc, via le centre de formation, ce qu'on conseille toujours, en tout cas, c'est de jamais, en tout cas, investir dans une machine avant de venir se former. Pourquoi? Parce que déjà, vous aurez la possibilité de pouvoir tester différentes machines, avoir le retour aussi d'expérience très important de nos intervenants et de nos professionnels, et puis de pouvoir donc vous-même pendant
pendant ces cursus-là, pouvoir tester les drones et puis avoir votre propre sentiment, analyse et utilité en tout cas dans le cadre de vos activités. Donc surtout voilà, prenez le temps de bien étudier. Ce webinaire était vraiment orienté sur voilà les différentes possibilités et usages sur différents produits pour bien comprendre et surtout faire des bons choix au moment où vous aurez à faire des investissements. Donc n'hésitez pas à poser des questions encore une fois sur le chat ou alors n'hésitez pas non plus à nous contacter sur donc formation@cfad.fr si vous avez des questions un petit peu plus particulières ou sur le monde du technique ou sur le monde de la formation. On va en revenir à la régie pour voir si on a des questions à destination de nos différents intervenants. Eh bien, en fait, Morgane a très très bien travaillé pendant la petite émission et du coup, il a répondu, je crois, à toutes les questions ou presque. Alors, il y a juste un petit Quel est le sentiment commentaire qu'il a général oublié. Alors, le sentiment général, en fait, ce sont les belles moustaches de Morgane. Voilà, je crois que c'est un peu ce qui revient aujourd'hui sur cet ensemble. Donc voilà, donc on va essayer quand même de revoir un peu tout ça. Moi, j'aimerais juste revenir sur une petite question, mais là, c'est une question à Jérémy, et à Jordan et même à Didier. Enfin, pour tout le monde, ça va être difficile. Tout à l'heure, vous avez parlé du drone d'occasion. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, du drone d'occasion? Alors, je vais laisser peut-être en premier Jordan. Allez, Jordan, qu'en penses-tu? Moi, j'ai un avis là-dessus parce que forcément, j'ai acheté mon DJI S900 d'occasion parce qu'il n'existait plus en neuf. Mais à part ça, je vous conseille de faire très très attention quand vous achetez un drone d'occasion. Si vous ne pouvez pas aller le tester sur place, dans tous les cas, n'achetez pas. Il peut très certainement avoir des problèmes que vous ne pourrez pas repérer à l'œil nu, ça c'est sûr et certain. Donc faites attention aux annonces un peu délicates. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Jérémy? Alors moi, effectivement, je reviens un peu sur ma partie formation. C'est effectivement que tant qu'on n'a pas vu un drone et qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne à l'intérieur, d'acheter un drone d'occasion comme ça sans avoir un peu une approche du drone, on risque souvent de faire une erreur. Quand on a passé au moins la formation théorique, on sait déjà ce que c'est qu'un moteur, comment ça fonctionne, on peut regarder et savoir s'il est bon, s'il est pas bon, qu'est-ce que c'est qu'une autonomie, qu'est-ce que c'est qu'un capteur. Voilà, il y a plein de facteurs aujourd'hui. Se lancer dans du drone d'occasion sans avoir une certaine base, pour moi, ça reste très compliqué. Très bien, merci Jérémy. Alors, moi je vais vous donner aussi mon avis par rapport à ça. Ayant travaillé dans le monde du BTP pendant longtemps et avoir fait des travaux en hauteur, dans le monde en hauteur, on a des harnais qui nous permettent de grimper, etc. Et en fait, on a une règle, c'est qu'un harnais ne se prête jamais. Pourquoi? Parce que la personne qui va l'utiliser va peut-être déchirer une couture, va peut-être abîmer une de vos cordes, un mousqueton, etc. Et peut-être même par inadvertance, mais on ne le saura jamais. Voilà. Et le jour où vous allez l'utiliser, vous pouvez vous retrouver en fait en danger. Et ben, j'ai toujours fait le parallèle, en tout cas avec mes gars et la partie drone, en disant chacun est propriétaire en gros de sa de ses prix, etc., etc. Et le drone doit vraiment être pris de A à Z depuis l'achat neuf jusqu'au moment où vous allez le reformer parce que voilà, vous allez être conscient du comment dire, avec le temps que votre machine sera de moins en moins fiable ou opérationnelle, mais en tout cas restez en tout cas, méfiez-vous de la partie occasion, deuxième main. Là, il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur, en tout cas sur d'avoir un doute sur son matériel. Voilà, c'est mon avis. Alors, on a une autre question, et c'est vrai qu'on a présenté plein de machines, c'était super intéressant, mais par contre, quel budget approximatif pour débuter en tant qu'auto-entrepreneur, pour faire de l'étude technique? Alors, les premiers drones que je conseillerais, en tout cas moi de mon côté, c'est de partir sur la gamme des Mavic. Alors les prix, on n'est pas spécialiste en prix, je suis plutôt spécialiste dans l'analyse, mais en fait on a des entrées de gamme qui peuvent être, je crois, autour de
1600 €. Et ensuite, derrière, vous allez pouvoir aller chercher des options, des options, des compléments, type, voilà, si on veut rajouter 3, 4, 5, 6 batteries, donc là, plus la valise de transport, plus l'équipement, en tout cas, pour d'homologation, etc. Donc, on va budgéter ça entre 1500 et 2500 € en fonction des options que vous pouvez sur ce machine. Mais la gamme Mavic Pro, encore une fois, peut répondre dans un premier temps à beaucoup d'utilité et d'utilisation dans le monde de l'inspection. Alors je m'excuse, je vais reprendre un tout petit peu la main. On a légèrement perdu Didier pendant la connexion, donc tu disais Didier entre 1500 et 3000 €, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, avec les options, c'est-à-dire de base sur étagère, vous le trouverez à 1500 €, et derrière, si vous voulez avoir des compléments voilà, avoir plus de batterie, plus de chargeur, un sac de transport, une valise, des protections d'hélice, enfin voilà, après il y a tout un panel d'accessoires qui peuvent se décliner. Dans ce cas-là, on peut aller en tout cas jusqu'à 3000 €. Oui, Jenny. Oui, je voulais juste intervenir là-dessus sur le côté budget. En fait, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit aussi en formation. Il faut pas oublier que acheter une machine au départ, ça fait partie du budget, mais on va avoir beaucoup de choses autour de la machine qui sont importantes. Notamment quand on va devoir se déplacer sur un site, par exemple, il va falloir penser, est-ce que j'ai déjà mon véhicule ou pas? Est-ce que je vais prévoir mes coûts en essence, ce genre de choses. Une chose très très importante aussi, c'est le matériel de sécurité. C'est tout le matériel qui est autour finalement plus que la machine elle-même. Donc il va y avoir un gilet à acheter, peut-être un extincteur, des gants, de la rubalise, des plots, en tout cas tout ce qui est gestion de votre zone d'exclusion, votre matériel de transport comme tu en as parlé, etc. Donc on voit qu'en fait on se retrouve à avoir énormément de choses autour de la machine, plus que la machine elle-même en termes de budget. Les cartes SD, c'est pareil, ça va être toute notre question de stockage. Est-ce que derrière, je vais avoir une machine qui va être capable de gérer toutes les données? Est-ce que j'ai de quoi stocker? Voilà, c'est plein de questions qu'il faut se poser avant de commencer une activité, en tout cas, et de ne pas se lancer en se disant c'est bon, j'ai un drone, je peux être professionnel. Il y a vraiment plein de choses autour à venir voir avant. Très bien. D'autant plus qu'en photogrammétrie, si je peux me permettre, il faut quand même des ordinateurs, enfin même en audiovisuel, il faut quand même des ordinateurs derrière qui suivent bien. Donc des grosses machines, je veux dire aujourd'hui un ordinateur pour une photogrammétrie ou faire du montage vidéo, c'est au minimum entre 1500 et 2000 € si on veut avoir quelque chose qui tient la route. D'accord, donc ça il faut quand même l'intégrer également dans le lancement d'une activité, Et il ne faut pas non plus oublier la partie un drone, ça peut tomber en panne. Un drone, ça peut tomber tout court. Ça reste des machines qui volent. Donc, imaginez un fer à repasser avec des hélices. C'est quand même un peu ça, un drone, quelque part. Donc, quand on a des prestations... Alors, c'est sûr que si on doit aller faire une carrière ou des choses comme ça, c'est peut-être quelque chose, si on est en panne le jour J, on va peut-être pouvoir y retourner le lendemain, ou le surlendemain, le temps de trouver une autre machine. Par contre, si vous êtes en prestation audiovisuelle pour une chaîne de télé, pour un événement, sur de l'événementiel, si votre drone il est en panne au moment du coup d'envoi, vous n'allez pas pouvoir revenir le lendemain. Donc il faut aussi prévoir quand même d'avoir toujours au moins une deuxième machine dans le coffre quand on fait une vraie activité professionnelle, si on veut être sérieux. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas tous avoir deux Inspire 2 dans le coffre, ça on en est bien conscient, mais imaginez un P4 et un Mavic Air comme on vous a montré tout à l'heure. Je veux dire, le Mavic Air, c'est sûr que ce n'est pas la panacée en termes de prise de vue, mais ça va pouvoir vous sauver une mission. Voilà. Et si vous avez un Inspire, prenez un P4 ou un Mavic en deuxième machine de secours. Il faut vraiment prévoir ce genre de choses. Jordan, très bien, c'est exactement le commentaire que j'allais faire aussi. Jordan, tu veux faire un complément? Oui, excusez-moi. Non, moi pour ma partie réalité virtuelle, c'est la même base que ce que vous venez de dire. Forcément, il faut prévoir un certain budget. Il y a tout ce qui va autour, comme l'a dit Jérémy. C'est tout. Et Morgane, alors par contre, toi, de ton côté, niveau budget, qu'est-ce que c'est qu'un budget racer? Je pense qu'on est beaucoup sur de l'accessoire, on est beaucoup sur de la pièce détachée et pouvoir être très autonome sur ces machines. Alors, la première chose, c'est que pour faire du FPV, il vous faut un retour, il faut des lunettes. Donc là, rien que dans mes mains, il y a 900 € à peu près. Comme ça c'est fait. Au niveau de votre drone,
Si on parle uniquement du drone et du montage, un drone comme celui-ci va vous coûter à peu près 450 €. On est entre 300 et 450 € en fonction des pièces que vous mettez à l'intérieur. Moi, mes drones FPV, je vous avouerai que j'en ai monté 4 identiques, parce que c'est des drones qui se pilotent en manuel, donc ça, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. C'est vraiment du 100% manuel, il n'y a aucune stabilisation, le drone ne revient pas à plat, vous le penchez tout droit pour qu'il avance, donc vous prenez même le petit, ça marche pareil, vous le mettez comme ça bien en avant pour qu'il avance, vous touchez plus à votre radio, il reste comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un mur ou qu'il n'y ait plus de batterie. Donc voilà, moi quand je pars en mission, en fait mes drones j'en ai entre 3 et 5 en fonction de la mission. Et au niveau du budget, forcément ça se ressent, quoi. Et il n'y a pas la caméra dessus, Non, mais très bien. donc il faut rajouter les 400 € de la GoPro encore dessus. Ou des En tout cas, GoPro, c'est très parce que j'en ai important que- d'avoir conscience. C'est très important d'avoir conscience en fait de tout ça. Prestation, ce n'est pas seulement un drone pour une prestation, c'est aussi de l'intendance en tout cas autour d'une mission, d'une prestation, quelle que soit l'activité finalement pour assurer ça. Et je rejoins ce que disait Christopher, vaut mieux sauver, les clients préféreront toujours de sauver 3 images, peut-être de moins bonne qualité ou faites différemment, mais en tout cas l'important c'est de ramener des images. A-t-on encore de nouvelles questions? Alors, on va avoir une dernière question, juste pour en revenir à la toute dernière intervention de Didier. Pareil, quand on dit pour sauver les images d'un client, c'est dans le matériel, c'est peut-être pas la peine non plus d'acheter des cartes mémoire de 128 Go ou 256 Go si on doit tourner en HD ou juste en 4K standard. Pensez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un drone, ça tombe, ça perd, ça se casse, ça disparaît parfois, un peu moins maintenant, mais à une époque, il repartait en Chine tout seul. Donc, n'hésitez pas à changer de carte mémoire très régulièrement quand vous êtes sur une journée de tournage. Voilà, si vous avez 5, 6, 7 spots à faire dans une journée, changez de carte mémoire entre chaque spot, achetez plein de cartes mémoire, il vaut mieux en avoir 5 de 32 que 2 de 128 et perdre toutes ces données en une seule fois. Jordan? Petite précision, moi pour la partie VR, justement, tu parles du stockage. Il faut savoir que la VR est beaucoup plus gourmande. Par exemple, pour ce type de caméra, si vous voyez en dessous, il y a 6 cartes micro SD en même temps. Donc je peux vous dire qu'il en faut du stockage et il faut les changer très souvent. Donc voilà, c'est beaucoup plus gourmand. C'est vraiment pour vous dire qu'il faut aussi du stockage pour les fichiers sur le PC. Ça représente des terras et des terras de données pour chaque prestation. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Très bien, écoutez, Jérémy, oui peut-être, excusez-moi. Ouais, en fait, je voulais simplement, après peut-être qu'il y aura d'autres questions, mais effectivement, pour finaliser un peu ce qu'on disait sur quel drone, quel usage, je voulais simplement juste rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup intéressé aux métiers émergents, par contre, ou au marché aujourd'hui qui se développe. Et on a parlé de beaucoup de machines génériques finalement qui vont s'insérer dans des métiers professionnels, dans les entreprises, dans le BTP, etc. Mais il faut aussi se dire que le métier de télépilote lui-même se développe dans des grosses industries et que le drone aujourd'hui explose dans plein de domaines. Je prends Engie par exemple qui va développer ses propres drones pour une activité particulière. Airbus qui nous a construit aujourd'hui des drones extincteurs qui vont peut-être demain qu'on va peut-être demain avoir pour des pompiers ou etc. On va avoir des drones de démoussage. Donc effectivement il y a encore dans des grosses gammes de drones on est encore au-dessus, des drones comme celui-là, le Skyzone, qui est en hybride, mi-électrique, mi-mécanique. On a des drones Evo, par exemple, aujourd'hui qui arrivent. Ça, c'est un drone qui va pouvoir porter 500 kg. Peut-être que d'ici très peu de temps, on va le voir arriver et qu'on n'aura plus l'obligation d'avoir une grue sur un chantier, mais on aura un drone qui viendra ramener les sacs de ciment sur une tour de 30 mètres, par exemple. Donc voilà, il y a des applicatifs qui arrivent encore, il y a encore plein de choses qui se développent et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de se poser des questions en se disant tiens, peut-être qu'avec une idée particulière, je vais peut-être pouvoir m'intégrer dans une niche de marché en intégrant le drone parce qu'il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui à faire avec ces machines. En tout cas, voilà, bravo à tous pour vos présentations, vos explications. On a encore une petite question. Ah, excuse-moi. Eh bien, on y va. Alors, c'est quid des assurances, nous demande Xavier. Alors, les assurances, alors il faudrait
alors peut-être un petit peu préciser la question. Le monde de l'assurance, oui. Donc évidemment, aujourd'hui, on a eu le cas, nous, il y a pas très longtemps. Non, je pense que là, c'est le coût des assurances plutôt ce que Le demande. coût des Ouais. assurances, pas les cabinets d'expertise Non. d'assurance. D'accord, le coût des assurances. Les assurances, on a deux catégories. Il faut le voir sur deux aspects. La partie RC, donc RC Pro, qui va vous protéger en tant qu'entrepreneur sur comment dire, votre métier et l'utilisation de vos drones à l'intérieur de votre entreprise. Et puis assurance parallèle avec un coût un petit peu sur le bris de machine qui sont assurés, on va dire, à hauteur du prix de l'investissement du drone, moins quelques franchises. Donc une RC, alors je vais pas vous donner de tarif parce qu'il faut pas que ce soit non plus pris pour argent comptant, mais une RC aujourd'hui, vous allez tourner 300, 400 euros peut-être, voilà, pour l'année. Et puis derrière le bris de machine, vous allez plutôt être sur un pourcentage finalement du prix d'achat de votre machine. Donc le jour où vous avez un souci, vous activez votre assurance et en tout cas une partie sera prise en charge pour le remboursement de votre matériel. Au niveau des assurances, il faut également faire attention à une chose, c'est les exclusions, parce qu'il y a des jolis contrats d'assurance pas chers du tout, mais qui vont être limités par exemple uniquement à la France et pas à l'Europe. Certains vont exclure tout ce qui est église, bâtiments et monuments historiques et autres. D'autres ne vont pas vous assurer en intérieur. Donc voilà, donc lisez bien toutes les petites lignes au niveau des contrats d'assurance. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a des pièges là-dessus. Voilà, vous ne vous faites pas avoir. Jérémy ? Oui, et tu as déjà dit beaucoup de choses par rapport à ces assurances-là. Donc effectivement, il faut bien séparer la partie RC et la partie assurance. Donc la partie assurance, elle va être sur du drone en l'air et sur du drone au sol. Il y a la sécurisation de ce matériel de ce côté-là. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que dans beaucoup de cas, les assurances se réservent beaucoup de droits et qu'un drone qui se crache, on va très rapidement se retourner contre vous pour éviter bien évidemment d'avoir des dépenses à faire. Et donc c'est à vous d'être extrêmement exigeant sur votre façon de travailler parce que les assurances vont vous demander beaucoup d'informations et il y a un suivi à faire sur le travail. En tout cas, un télépilote se doit de mettre des machines en l'air qui soient complètement sécurisées. On en revenait à Jordan et je pense que Jordan va pouvoir intervenir juste après moi là-dessus. Effectivement, quand on utilise un logiciel autre que le logiciel qui est fourni avec le drone, eh ben, l'assurance ne fonctionne plus. Quand on se retrouve à avoir des accessoires ajoutés sur le drone, eh bien effectivement, il faut voir avec son assureur si on est toujours dans les clous. Donc, dans tous les cas, il va falloir être extrêmement rigoureux sur sa façon de travailler pour pouvoir être remboursé correctement. Et je pense que Jordan, toi, tu dois avoir peut-être le cas aussi avec ton matériel. Oui, mais après, je pourrais pas te dire plus de précision par rapport au prix de mes assurances, etc. Par contre, je voulais juste faire un petit point par rapport au vol de drone en tant que tel, même pas pour la partie 360, mais des fois, il y a d'autres moyens de faire des missions que de faire voler un drone, et ça, on l'oublie très souvent. Je pense surtout au câble cam, aux perches, etc. Je pense que Christopher va pouvoir vous passer une petite vidéo où ça donne l'impression d'être filmé en drone avec une caméra 360, mais il en est rien du tout. C'est vraiment filmé intégralement à la perche, au câble cam. Et voilà, c'est assez bluffant. Je pense que Christopher va pouvoir nous mettre la vidéo dans quelques instants. Il la cherche. D'accord, ok. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est pas, il faut pas mettre du drone pour mettre du drone. Vous le voyez sur les images, on a fortement l'impression que c'est pris en drone. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, c'est du drone, c'est sûr et certain. J'ai eu pas mal de petits problèmes, mais en fait, j'étais totalement dans les clous. Vous le voyez ici, c'est une perche à 7 mètres de hauteur au-dessus de la voiture. Donc, aucun problème au niveau de la réglementation et tout a été fait dans les règles de l'art. Voilà, c'était juste une petite précision. Merci. En tout cas, assez impressionnant, très très impressionnant sur la réalisation et sur en tout cas que ça peut donner. Donc on va conclure, je pense, sur ce webinaire. Alors déjà, je vais vous remercier tous nos auditeurs qui ont pu regarder cette présentation. On remercie aussi vraiment énormément tous nos intervenants pour leurs explications et vraiment voilà, être
avoir pu s'immerger un petit peu dans leur métier, c'était vraiment très 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 intéressant. Je vous propose qu'on se retrouve du coup le 20 avril. Comme aujourd'hui, 14h30, sur les formations au métier du drone dispensées par le CFAD, et puis des explications sur le financement, comment vous pouvez être accompagné pour financer vos formations, quel que soit votre profil finalement, et dans le métier dans lequel vous êtes. Donc que vous soyez Pôle emploi, que vous soyez salarié d'entreprise, que vous soyez indépendant. Aujourd'hui, on sait mettre en tout cas les dossiers en cours pour vous accompagner dans toutes les aides. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre le 20 avril, 14h30 sur ce nouveau webinaire. Merci à tous. Au revoir les amis. Merci, vous avez été super et extraordinaire. C'était une très très belle présentation. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Bye. Merci. Au revoir. Bye bye.